Bonsoir madame, bonsoir. Bonsoir monsieur l'ambassadeur, bonsoir à tous. Merci d'être au rendez-vous pour le best-of de la semaine sur Monaco Info. Une semaine marquée notamment par la mise en place d'un centre de test PCR à l'espace Léo Ferré. Nous avons d'ailleurs reçu la secrétaire générale du département des affaires sociales et de la santé, Ludmila Rakona-Logov, qui nous a précisé les modalités pour se faire tester. Il a également été question de culture avec la première exposition post-Covid au nouveau musée national de Monaco, de basket avec la reprise mercredi prochain du championnat de Jeep Elite. Nous avons également fait connaissance avec Mathias Lesort, la dernière recrue de la Roca Team. Bref, 7 jours riches en informations. Voici le best-of de la semaine. Au moment où nous parlons, nous avons mis en place 2 box dans lesquelles nous pouvons assurer les prélèvements. Donc aujourd'hui, la capacité est de 400 prélèvements par semaine sur le site. Il y a un délai pour obtenir les résultats, de l'importance d'avoir mis en œuvre en amont une régulation qui permet d'orienter les personnes qui viennent se faire dépister vers une filière ou l'autre en fonction du degré d'urgence du prélèvement. Le prérequis est que la personne soit munie d'une prescription qui émane soit de son médecin traitant, soit d'un médecin du travail, soit d'un médecin de la DASA. Cette prescription doit spécifier pour quel motif la personne nécessite de réaliser un prélèvement. Et soit la personne, soit le médecin prend contact avec le call center, donc au fameux numéro 92 05 55 00, qui va prendre note de la demande et qui va réguler les différentes demandes qui vont lui arriver, en priorisant les besoins et les demandes de rendez-vous. Pour l'instant, ce qu'on a, c'est une série d'indicateurs qui montrent qu'effectivement, il y a une reprise de l'épidémie. Les raisons d'être un petit peu inquiet, c'est effectivement le temps de doublement de l'épidémie qui s'est considérablement accru. Dans les indicateurs, on a le nombre de nouveaux cas aussi, alors qu'il faut mettre en rapport, bien entendu, avec le nombre de dépistages. Néanmoins, on a des taux de positivité des tests qui sont de plus en plus importants. Et puis des raisons d'être un petit peu plus serein, qui sont que, notamment en termes de capacité hospitalière, par exemple, on est loin d'être débordé. Il y a peu de patients hospitalisés pour une Covid, il y a peu de patients en réanimation, donc la capacité d'accueil hospitalière n'est pas du tout saturée, loin s'en faut. Les tests salivaires, ça fait un moment qu'on en parle, et on commence à avoir des choses qui sont beaucoup plus fiables, mais pour l'instant, ils ne sont pas encore au niveau de sensibilité de la PCR. Bon, déjà, la peur n'évite pas le danger, donc est-ce qu'on a raison d'être très anxieux? Je crois que non, il faut essayer de rassurer. Maintenant, relativiser les chiffres, c'est dangereux aussi parce que on voit bien, enfin, les gens qui rejettent comme ça le risque d'un coup d'un revers de main, ils parlent de chiffres, ils ne parlent pas d'évolution des chiffres. C'est important, la dynamique des chiffres. Nous souhaitons consacrer 75 millions d'euros entre le CTTR et la commission CARE, vous le savez, qui étudie chaque dossier d'entreprise en difficulté. Les aides seront poursuivies autant que nécessaire, voire même en dépassant le cadre de l'année 2020 sur l'année 2021, même jusqu'au printemps, éventuellement 2021. Cette semaine, dans le cadre de la mobilité, il y a une journée qui est consacrée aux bus gratuits. Nous, à la seule différence du gouvernement, c'est que nous souhaiterions que cette journée ne soit pas une fois par an, mais tous les jours de l'année, bien entendu. Vous le savez, pour toute désaffectation de terrain de l'État, nous demandons à ce que des logements domaniaux soient créés, soient faits sur au moins l'ensemble de la parcelle, donc chose qui nous a été acquise, et donc nous retrouverons un immeuble complètement dédié au logement domaniaux. Maintenant, il reste à voir les tenants et les aboutissants. Pour le moment, c'est une première approche. Elle n'est en aucun cas d'ailleurs définitive. Monaco, c'est une dimension particulière parce qu'elle est un État dans lequel l'Italie a une longue tradition d'amitié, de collaboration économique et culturelle, où on enregistre une communauté italienne très nombreuse, très active. On a plus de 8000 Italiens qui habitent stabilement à Monaco. Et si on considère que la population totale du pays est 38 000 habitants,
on peut considérer la communauté italienne une partie importante de la vie sociale et économique du Principauté. On a beaucoup de dossiers sur lesquels on peut travailler avec les autorités locales dans le secteur de la culture, dans le secteur de l'économie et dans le secteur de la collaboration transfrontalière. Aujourd'hui même, je participerai à une réunion avec des opérateurs économiques italiens et monégasques en Ligurie, à Ventimiglia. Et donc, ça, ce sont les dossiers dans lesquels je voudrais m'engager, la culture, l'économie et la collaboration en général entre nos deux pays. C'est un soulagement car ça a été assez complexe. Mais en même temps, ça a ouvert à des défis qui, je pense, feront partie des défis du futur, les challenges du futur. C'est-à-dire que, bien évidemment, beaucoup de programmes et de pièces et d'artistes même qui étaient invités, ils n'ont pas pu être présents. Et donc, j'ai dû changer les projets plusieurs fois. Donc, c'était une germination, disons, longue, mais ça a ouvert à d'autres possibilités. Je pense qu'aujourd'hui, l'exposition, elle est parfaite telle qu'elle est. Donc, je remercie le Covid. L'histoire de Monte Carlo est extrêmement connectée à celle de la céramique, même avant de celle de Valoris à la céramique. Donc, je pense que c'est fondamental aujourd'hui comprendre, connaître et savoir que Monte Carlo et l'histoire, bien évidemment, connectée à la Société des Vins de Mer, donc François Blanc et Marie Blanc, ça a été connecté à l'histoire de la céramique et de la poterie, donc la poterie artistique de Monaco. Et tout ça, ça a été pensé en vision d'une présentation de la Principauté de Monaco à la Grande Exposition universelle de 1873 à Vienne. Ça donnait la possibilité à Monaco d'être présent en tant que pays et donc de promouvoir aussi un atout, disons, touristique avant littéram. Donc la promotion des casinos, des hôtels et de la villégiature. J'ai voulu intégrer une salle, qui d'ailleurs c'est presque le début de l'exposition, une salle avec des pièces exceptionnelles de Picasso. Les artistes de l'époque, ils voient que l'artiste le plus connu du moment, la grande star, travaille la céramique. Finalement, Picasso a libéré la matière et l'a élevée au rang de matière noble pour les arts. On a un petit peu bravé la tradition. Et ce bateau qui est arrivé dans notre flotte en début d'année et qui devait être béni au mois d'avril, Covid oblige, on a dû décaler la cérémonie, mais on a commencé à l'utiliser depuis le mois de mai. Donc il est déjà grandement utilisé et je suis certain que beaucoup connaissent déjà son allure sur l'eau. On a des missions qui sont d'ordre juridique puisqu'on a toute la partie réglementation maritime, tenue du pavillon monégasque. Après nous avons des compétences techniques, qui sont l'entretien du littoral, l'entretien du balisage, la tutelle de la Société d'exploitation des ports. Et enfin, une mission opérationnelle, c'est ce qui concerne la police en mer, que l'on partage avec la division de la police aéroportuaire, et également la lutte anti-pollution maritime quand c'est nécessaire. Et par ailleurs, on prête notre concours aux institutions comme l'Association pour la protection de la nature ou la Fondation Albert II et la Direction de l'environnement pour des prélèvements scientifiques chaque fois que de besoin. Très dense pendant le confinement, dense aussi au début du déconfinement, très lent pendant la période estivale parce que beaucoup moins d'activités maritimes, beaucoup moins d'événementiels sur lesquels on intervient pour faire de la police. Et là, depuis le mois de septembre, c'est reparti, je dirais quasiment comme avant en termes de densité parce qu'on réapprend à vivre avec le Covid-19, en termes d'activité maritime, en termes de petit événementiel. Et puis tous nos déplacements à l'étranger sont remplacés par des réunions sous format numérique qui finalement nous occupent beaucoup aussi. Alors, le bateau Energy Observer fonctionne aujourd'hui en récupérant des énergies renouvelables. Donc, on a de l'éolien avec des ailes rigides. On a aussi des panneaux solaires. On va stocker cette énergie de façon temporaire dans des batteries. Et des fois, en fait, on a tellement de production d'énergie que nos batteries sont pleines. Et à ce moment-là, on va démarrer ce qu'on appelle un électrolyseur. Ça va nous permettre de produire de l'hydrogène à partir de l'eau de mer. C'est vraiment ça la première mondiale aujourd'hui de ce bateau. C'est d'être capable de transformer l'eau de mer en hydrogène. C'est un vecteur énergétique en fait, qui nous permet de stocker de l'énergie
en étant entre 4 et 8 fois plus léger que des solutions batteries traditionnelles. Les bateaux sont quand même des gros consommateurs, on a besoin de beaucoup de puissance et c'est d'ailleurs pour ça que le maritime a un rôle à jouer dans le cadre du déploiement de l'hydrogène, parce que pour que l'hydrogène se déploie, on va avoir besoin d'avoir de gros consommateurs et le maritime fait office de ce consommateur avec des bateaux qui vont toujours avoir tendance à revenir au même endroit pour se refueler. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui sont quand même très carbonés, très, on va dire, axés au niveau du pétrole. Et ils voient forcément les énergies renouvelables un petit peu de plus loin. On est plutôt dans des pays riches en Europe, hein, c'est assez, entre guillemets, accessible pour nous, ces nouvelles technologies. Et on veut montrer justement qu'elles sont quasiment aussi accessibles que le carbone, que le diesel l'est aujourd'hui. Are you ready for the next season? Yes, I am. Yes, I am. I'm ready, but I'm not still confident about the team because we start to sign some new guys and okay, I think I just ask for everybody for some patience for us. This is only ask for all our supporters, fans and our friends. For me it's a good information after all this preparation. We have really good guys, they really want to fight, they really want to struggle for the games and for the result. And this is for me now one huge plus. Minus is we didn't play, friendly games because of Corona. We canceled a lot of tournaments before in Lithuania, in Foss, in I don't know everywhere. In Italy, we didn't play against this Turkish team that we're planning. Usually we play 10 games before the season. Now we play just 3, and that's some our problems. On a une équipe qui a beaucoup d'ambition. Je trouve qu'on a une très bonne équipe. Après, on a 2 joueurs qui viennent d'arriver. Donc il faudra le temps de s'adapter, que tout le monde apprenne à se connaître. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs, donc il faudra le temps que tout ça prenne bien. Mais je pense qu'une fois que tout sera pris, qu'une fois qu'on sera lancé, on aura une très bonne équipe pour un une bonne dynamique. C'est quoi? C'est aller chercher enfin ce titre de champion de France? Quand je suis parti de France, je suis parti sur 2 titres, donc j'espère que je ferai aussi bien cette année. Sachez que quoi qu'il arrive, on est très heureux d'être là. Je peux vous dire que comme bureau, j'ai connu pire, honnêtement. You're welcome, ciao, thank you. Merci à vous Zvezdan Mitrovic ainsi qu'à tous nos invités de la semaine d'avoir été avec nous. Il est l'heure à présent de découvrir le best-of des réseaux sociaux. Il est signé Alexandra Bovis. Le best-of de la semaine est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Lundi, vous avez rendez-vous avec Fabien Bonilla à la présentation. Quant à nous, on se retrouve en milieu de semaine prochaine sur Monaco Info. Très belle soirée à tous.